Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez reçu une invitation à présenter une demande pour un PVT Canada, un permis jeune professionnel, un permis stage coop international ou un VIE. Donc tout d'abord, félicitations. Un petit récapitulatif avant de commencer. Vous avez 10 jours pour accepter ou refuser votre invitation à présenter une demande une fois que vous l'avez reçue. Pour le PVT, acceptez-la si vous êtes prêt à partir dans les 13-14 prochains mois. Je vous rappelle en effet qu'une fois le PVT obtenu, vous devez partir le valider en vous rendant au Canada, au plus tard sous 12 mois. Une fois votre invitation acceptée, vous aurez 20 jours pour compléter votre dossier et payer les frais de participation à Expérience Internationale Canada. On va vous expliquer comment faire dans cette vidéo. Enfin, une fois le dossier envoyé et les frais payés, vous aurez 30 jours pour vous rendre dans un CRDV, un centre de réception des demandes de visa, pour y fournir vos données biométriques au Canada. Ce CRDV, il peut être dans votre pays de résidence ou dans un autre pays, soit parce que vous êtes actuellement en voyage, soit parce qu'il n'y a pas de CRDV dans votre pays, comme c'est le cas par exemple pour les Belges. Si vous êtes au Canada au moment de faire cette démarche, vous pourrez aller faire prélever vos données biométriques dans un bureau de Service Canada désigné. Gardez bien en tête ces 3 délais, 10, 20, 30. Si vous ne les respectez pas, votre demande sera refusée. On passe maintenant à votre demande de permis de travail. Vous devez d'abord vous connecter sur votre compte sur le site du gouvernement du Canada. Là, vous allez voir qu'une lettre d'invitation est apparue au-dessus de votre lettre de bienvenue dans le bassin. Prenez le temps de la lire. En haut de la page, cliquez sur Accueil du compte et là, vous allez pouvoir cliquer sur le bouton Commencer la demande si vous souhaitez donner suite à votre démarche. Si vous refusez votre invitation, vous perdrez votre place qui sera redonnée à un autre candidat et vous resterez dans le bassin de candidats. Aux rondes d'invitation suivantes, vous aurez autant de chances, ni plus ni moins, que les autres candidats d'être de nouveau tirés au sort. Le premier onglet à remplir s'appelle Renseignements personnels du demandeur. Dans la partie Non, si vous répondez non à la question, comme c'est le cas de la plupart des candidats, aucune question supplémentaire ne sera ajoutée. Mais si vous avez changé de nom ou si vous utilisez un autre nom, suite à un mariage par exemple, vous devez sélectionner Oui et indiquer votre ancien nom dans les nouveaux champs qui vont apparaître. Onglet Description personnelle. Les informations dans cette partie sont toutes grisées, donc vous ne pouvez pas les modifier. Si vous constatez une erreur, on vous renvoie à notre dossier sur les difficultés, bugs et problèmes sur l'interface EIC qu'on vous a mis en description de la vidéo. Pour l'état matrimonial, si vous avez sélectionné les statuts de célibataire, veuf, divorcé ou séparé légalement, aucune option spécifique ne s'offre à vous. Si vous avez sélectionné marié ou conjoint de fait, vous devez indiquer les informations concernant votre conjoint. Si vous êtes marié, vous devez indiquer ici la date de votre mariage. Si vous êtes en union de fait, donc conjoint de fait, vous devez indiquer ici la date de début de votre union de fait. Et faites attention parce que la date de début d'une union de fait ne correspond pas à la date à laquelle vous avez commencé à vivre ensemble, mais à la date de votre premier anniversaire de vie commune. Petite précision ici pour les couples mariés ou conjoints de fait. Le fait d'indiquer que vous êtes en couple n'apporte rien à votre conjoint, ça ne lui donnera pas par exemple plus de chances d'avoir un PVT. Le conjoint d'un travailleur au Canada ne peut demander un permis de travail que si le travailleur travaille au Canada dans une catégorie d'emploi éligible. Cette liste d'emplois éligibles, elle a été modifiée le 21 janvier 2025 par le gouvernement du Canada et on a mis à jour sur pvtis.net notre article dédié au permis de travail que peuvent, sous condition, demander les conjoints des travailleurs. Article qu'on vous a mis en description de la vidéo, bien sûr. Donc imaginons qu'au moment de votre candidature à EIC, vous n'êtes ni marié ni conjoint de fait, mais qu'au moment où vous serez en poste au Canada, vous soyez marié ou que vous ayez cumulé au moins 1 an de vie commune avec votre conjoint. Si votre emploi est éligible, votre conjoint pourra demander un permis de travail, même si au moment de votre candidature à EIC, il n'était pas encore votre conjoint et donc il n'apparaissait pas dans votre dossier de candidature, c'est vraiment pas problématique. Selon votre réponse, le Canada peut vous demander si vous avez déjà été marié ou en union de fait. Si vous répondez oui, vous devez inscrire les informations concernant votre ex-conjoint ou conjointe et la période pendant laquelle vous avez été ensemble. On passe maintenant à l'onglet langue. Si votre langue maternelle est le français ou l'anglais, une seconde question vous est posée pour savoir si vous pouvez communiquer en anglais et ou en français. Si vous choisissez les deux, on vous demande celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Notez que les réponses que vous allez donner dans cette partie n'ont pas d'influence sur la décision des agents d'immigration. La maîtrise de l'anglais, et même du français, n'est pas un critère d'éligibilité au PVT, au stage coop, au permis jeune pro ou au VIE. Onglet Documents d'identité. Attention, sur cette partie, il y a souvent des erreurs. Les informations données sur votre passeport lors de votre candidature dans le bassin apparaissent en bas de la page. Si votre passeport est toujours le même, vous devez laisser ces cases vides, même si vous voyez la mention requis partout. Vous verrez que sans réinscrire ces informations, cette partie du formulaire sera tout de même validée.
Si vous avez obtenu un nouveau passeport, vous avez la possibilité d'ajouter les informations le concernant en remplissant le numéro de passeport, le pays de délivrance et enfin la date de délivrance et d'expiration. Dans ce cas, vous devez également cocher la case présente en dessous pour faire de ce nouveau passeport votre passeport principal dans le tableau. La pièce d'identité nationale. Pour les Français, le document national d'identité correspond uniquement à la carte nationale d'identité. Si vous disposez d'une carte nationale d'identité en cours de validité, cochez oui et indiquez les références de votre carte. Si vous disposez d'une carte d'identité qui a expiré, cochez non. Si vous n'avez pas de carte d'identité, cochez non, ça ne pose absolument aucun problème. Pour les Belges, le document national d'identité est la e-ID, la carte d'identité électronique. Comme elle est délivrée dès l'âge de 15 ans, vous devriez avoir cette carte et être en mesure de cocher oui et fournir les informations demandées. Si vous indiquez disposer d'une carte nationale d'identité ou d'une e-ID, vous devrez fournir un scan de la page d'identification dans la liste des documents requis. Le Canada vous demande ensuite si vous êtes un résident permanent légitime des États-Unis. La grande majorité d'entre vous répondra certainement non à cette question. Onglet antécédents en matière d'immigration et de citoyenneté. Les deux premières questions sont grisées. Si vous devez modifier un élément, on vous renvoie à notre dossier sur les difficultés, bugs et problèmes sur l'interface EIC qu'on vous a mis en description. Il y a longtemps, vous deviez indiquer ici les pays dans lesquels vous aviez vécu pendant plus de 6 mois depuis vos 18 ans. Désormais, le Canada se limite à 5 ans. Si vous répondez oui, des questions supplémentaires vont vous être posées. Vous devez indiquer le pays concerné et les dates auxquelles vous vous y trouviez. Cliquez ensuite sur Sauvegarder et Ajouter. Concernant votre statut, si vous étiez en PVT dans un pays étranger, votre statut était celui de travailleur. Vous aurez sûrement à fournir un certificat de police, un extrait de casier judiciaire, des pays dans lesquels vous avez vécu plus de 6 mois consécutifs. En fonction des pays où vous avez indiqué avoir vécu plus de 6 mois, vous pourriez aussi avoir à passer une visite médicale. Certains pays sont considérés comme étant à risque sur le plan sanitaire par le Canada. La liste de ces pays est disponible sur le site du gouvernement du Canada. Concernant les nationalités, vous devez indiquer ici si vous disposez d'une ou de plusieurs autres nationalités. Si c'est votre cas, sélectionnez le pays concerné, puis cliquez sur Insérer une ligne. Avoir plus d'une nationalité ne pose aucun problème dans le cadre de votre demande de permis EIC, mais vous devez obligatoirement déclarer vos citoyennetés supplémentaires, sinon c'est considéré comme une fausse déclaration. On passe ensuite aux anciennes demandes d'immigration temporaire ou permanente que vous auriez pu faire auprès du Canada. Le but de cette nouvelle question, c'est de déterminer si les autorités canadiennes ont déjà une fiche sur vous et donc ça leur permet de retrouver plus rapidement les informations dont ils disposent à votre sujet. Selon les situations, voici ce que vous devriez répondre. Si vous êtes déjà parti au Canada en tant que touriste avant 2017, donc sans avoir besoin de demander une AVE, une autorisation de voyage électronique, vous devez répondre non. Si vous avez déjà fait une demande d'AVE pour partir en tant que touriste au Canada, vous devez répondre oui. Si vous êtes déjà parti au Canada avec un permis de travail temporaire, de stage ou d'études, vous devez répondre oui. Si vous avez par le passé fait une demande de permis via Expérience Internationale Canada et si celle-ci est allée jusqu'à la seconde étape de l'immigration, donc après l'invitation, vous devez répondre oui à cette question, que vous ayez été accepté ou non et que vous soyez effectivement parti au Canada ou non. Si vous avez simplement fait une candidature pour participer à EIC mais que vous n'avez pas reçu d'invitation à présenter une demande, vous devez répondre non. Concernant la biométrie, ici, il vous est demandé si au cours des 10 dernières années, vous avez déjà fourni au Canada vos données biométriques. Et attention, ici, c'est une erreur qu'on voit aussi souvent passer. Avoir un passeport biométrique et fournir ses données biométriques au Canada, ce sont deux choses tout à fait différentes. Le Canada veut collecter lui-même ses propres données biométriques auprès des étrangers qui souhaitent se rendre sur son territoire pour travailler, étudier ou immigrer. Si vous vous êtes déjà rendu dans un CRDV pour fournir vos données biométriques dans le cadre d'une demande de permis pour aller au Canada, répondez oui, vos données biométriques sont valables pendant 10 ans. Si vous ne vous êtes jamais rendu dans un CRDV pour faire cette démarche, répondez non. On vous demande ensuite si vous avez un numéro IUC. Si vous avez déjà obtenu un permis de travail, de stage, d'études ou même un visa canadien auprès du gouvernement du Canada, vous avez un numéro IUC, indiquez-le ici. Les autorités canadiennes retrouveront ainsi les informations qu'elles ont déjà sur vous plus rapidement et ça facilitera le traitement de votre demande. Vous pouvez retrouver votre numéro IUC sur vos différents documents d'immigration, notamment sur votre précédente lettre d'introduction.
Si vous ne vous souvenez plus de votre numéro IUC et que vous n'avez plus votre permis d'études, de stage ou de travail en votre possession, laissez la case vide. Si vous n'avez obtenu qu'un numéro suite à une demande d'AVE, il est possible que ce numéro ne fonctionne pas. Dans ce cas, ce n'est pas grave, laissez la case vide. On passe au formulaire coordonnées. Vous avez ici la possibilité de modifier la langue de correspondance que vous avez choisie plus tôt dans votre candidature. Vous pouvez choisir entre les deux langues officielles du Canada, le français ou l'anglais. Ça n'a aucune incidence pour la suite. Juste une petite précision. Si vous vous êtes renseigné sur l'obtention d'un certificat de police dans un pays étranger où vous avez séjourné par le passé et qui nécessite une lettre des autorités canadiennes pour demander votre certificat de police, on vous recommande éventuellement de changer la langue de correspondance pour le recevoir en anglais. Ça facilitera sans doute vos démarches. L'onglet courriel. Vous verrez ici l'adresse email que vous avez fournie plus tôt. Vous pouvez la modifier au besoin. Onglet téléphone. Votre numéro de téléphone peut servir aux autorités canadiennes pour prendre contact avec vous par téléphone si elles en ont besoin, mais ça n'arrive vraiment jamais, ou alors vraiment très rarement. Si quelqu'un vous appelle en disant faire partie du gouvernement canadien, il y a 99% de chances que ce soit une arnaque, donc soyez très vigilants. Pour cette partie, vous allez devoir sélectionner le type de numéro de téléphone fixe ou domicile, de bureau, affaires ou mobile cellulaire, votre pays ou territoire, l'indicatif du pays, donc le 33 pour la France métropolitaine et le 32 pour la Belgique par exemple. Au niveau du numéro de téléphone, indiquez votre numéro en enlevant le 0 au début. Le poste est le numéro sur lequel on peut vous joindre au travail généralement, mais si vous utilisez votre numéro de téléphone personnel, que ce soit mobile ou fixe, vous n'avez pas besoin de remplir cette case. Vous pouvez inscrire plusieurs numéros de téléphone si vous le souhaitez après avoir cliqué sur sauvegarder et ajouter. Ensuite, onglet adresse. Adresse du domicile. Vous devez indiquer ici l'adresse à laquelle vous résidez actuellement. Vous n'avez pas l'obligation de remplir l'ensemble des champs s'ils ne vous concernent pas, mais vous devrez obligatoirement compléter le district ou la région. L'adresse du domicile peut être une autre adresse que celle qu'il y a sur votre passeport, ça ne pose pas de problème. Au niveau de district ou de région, vous pouvez indiquer le quartier ou la région dans laquelle vous vivez. Pour la case 2, vous devez indiquer la date depuis laquelle vous vivez à cette adresse. On vous demande ensuite si votre adresse postale est la même que votre adresse personnelle courante. Les Belges doivent résider habituellement en Belgique pour être candidats au PVT Canada. Donc si dans le cadre de votre demande, vous devez fournir une adresse permanente dans votre pays de citoyenneté alors que vous vivez temporairement à l'étranger, vous devez ici répondre non et indiquer votre adresse permanente en Belgique. Dans ce cas, une nouvelle série de questions va apparaître concernant votre adresse postale. Le champ case postale correspond à une boîte postale. En principe, les candidats laissent cette case vide. Dans le formulaire détail, travail et études, vous allez devoir lister l'ensemble de vos expériences professionnelles et de vos périodes d'inactivité. Les autorités précisent 2 points très importants. 1. Ne laissez aucun intervalle vide aux sections des antécédents de travail et d'études. Indiquez toutes les absences, les périodes de chômage, etc. 2. Indiquez tous les emplois rémunérés et non rémunérés à la section des antécédents de travail. Une autre remarque importante, vous devez préciser à chaque fois la ville et le pays où vous vous trouviez. Il s'agit de la ville où vous travaillez, la ville où vous étudiez. Par exemple, si vous avez obtenu un diplôme par correspondance, vous devez préciser la ville et le pays où vous vous trouviez et non la ville et le pays où se trouvait l'établissement scolaire. Pareil, si vous travaillez pour une entreprise qui se situe à l'étranger, vous devez préciser le lieu dans lequel vous travaillez, vous, et non le lieu où se trouvait l'entreprise. On a eu par exemple des retours de PVTistes qui se sont vus demander des certificats de police pour des pays où se trouvait leur université ou leur entreprise, alors qu'eux-mêmes n'avaient jamais résidé là-bas, donc ne faites pas la même erreur. Dans la partie antécédents emploi, vous devez lister le plus précisément possible votre situation d'emploi au cours des 10 dernières années. Vous pouvez commencer par la plus récente ou la plus ancienne de vos expériences, aucune précision n'est donnée là-dessus par le gouvernement du Canada, puis lister l'ensemble de vos expériences. Cette partie peut prendre pas mal de temps à être remplie, donc n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois. Pour chaque expérience professionnelle, vous allez devoir préciser la date de début, la date de fin. Pour votre situation actuelle, il suffit de cocher la case en cours pour qu'il ne soit pas nécessaire d'inclure de date de fin d'emploi. Au niveau de occupation, vous devez indiquer la situation qui vous correspond le mieux. Vous allez indiquer aussi le nom de votre entreprise, la désignation d'emploi qui correspond le mieux au sein d'une liste de professions spécifiques. La liste est assez longue et elle n'est pas toujours dans l'ordre alphabétique. Si vous avez besoin d'obtenir plus de précision, n'hésitez pas à consulter la classification nationale des professions au Canada où vous pouvez retrouver des informations détaillées.
Si vous avez eu des périodes de chômage, vous devez les indiquer et ne vous inquiétez pas, ça n'a absolument aucun impact sur votre demande de permis EIC. Si vous avez fait des stages, rémunérés ou non, vous devez les indiquer en fournissant le titre d'emploi que vous aviez en tant que stagiaire. Vous pourrez toujours préciser qu'il s'agit de stage dans le CV que vous allez soumettre avec votre demande. Enfin, vous allez indiquer la ville et le pays où vous occupiez cet emploi. Pour chaque nouvelle situation professionnelle, cliquez sur le bouton Sauvegarder et Ajouter. Elles vont s'ajouter les unes au-dessus des autres. Si vous avez besoin de modifier une de vos expériences, vous pouvez cliquer sur Modifier dans le tableau à droite de votre expérience. Dans la partie antécédents scolaires, vous devez faire la même chose qu'avec vos emplois, mais avec vos études post-secondaires, c'est-à-dire après le bac pour les Français. Répondre non à la question sur les études post-secondaires ne pose aucun problème. Pour rappel, aucun niveau d'études minimum n'est requis pour obtenir un PVT Canada, ni un autre permis EIC d'ailleurs, sauf le permis jeune professionnel dans le cas où vous trouvez un emploi de catégorie FER 4. Si vous répondez oui à cette question, vous allez devoir fournir des informations sur les études que vous avez suivies. Vous devez indiquer la période pendant laquelle vous avez suivi ces études, les dates de début et de fin. Si vous êtes encore étudiant, vous pouvez cocher la case en cours. Vous allez indiquer le nom de votre établissement, puis votre niveau d'études. Parmi les choix qui vous sont proposés, le niveau baccalauréat correspond au niveau licence en France ou en Belgique. Le niveau maîtrise correspond au niveau master en France et en Belgique. Le niveau diplôme non universitaire définit l'ensemble des formations techniques comme un DUT ou un BTS par exemple pour les Français. Le niveau doctorat correspond au même niveau en France et en Belgique. Le niveau métier correspond aux stages et aux formations apprentissages effectués pour un métier particulier comme la menuiserie ou la boulangerie par exemple. Enfin, le niveau secondaire correspond à un bac général ou professionnel en France ou à un CESS en Belgique. Si vous avez entamé des études mais que vous ne les avez pas terminées, arrêt en cours de route, diplôme non obtenu, vous pouvez là aussi l'indiquer en faisant terminer la période d'études au moment où vous l'avez arrêté. Vous pourrez préciser que vous n'avez pas obtenu le diplôme dans votre CV. Vous devez également choisir le domaine d'études et la ville et le pays où vous vous trouviez pendant vos études. Si vous avez suivi plusieurs cursus, vous avez la possibilité d'ajouter une nouvelle expérience en remplissant de nouveau les champs et en cliquant sur Sauvegarder et Ajouter. Le dernier formulaire concerne les détails sur la demande. Il vous est demandé si vous avez déjà participé à Expérience Internationale Canada. Si vous avez reçu une lettre d'introduction vous informant que votre demande de permis EIC a été acceptée, mais que vous n'êtes finalement pas parti au Canada, vous n'êtes pas considéré comme ayant participé à EIC, vous devez donc répondre non. Si vous avez été candidat à l'une des catégories EIC par le passé mais que vous n'avez finalement jamais obtenu de lettre d'introduction, par exemple parce que vous n'avez pas été tiré au sort pour le PVT Canada ou parce que vous n'avez pas finalisé votre demande, vous n'avez pas donné tous les documents, vous n'êtes pas allé faire la biométrie par exemple, vous devez répondre non. Si vous répondez oui, une autre question apparaît. Vous devez indiquer la date de la validation de votre permis EIC à votre arrivée au Canada. Le Canada va ensuite vous demander quel travail vous prévoyez de faire au Canada et la question sert à déterminer si vous devez passer ou non une visite médicale. Par exemple, si vous envisagez de travailler dans le milieu hospitalier ou avec des enfants, une visite médicale auprès d'un médecin désigné par le Canada sera obligatoire. Pour les candidats au permis jeune professionnel, stage coop et VIE, vous allez devoir inscrire le numéro de l'offre d'emploi que votre employeur a obtenu après avoir déposé l'offre d'emploi qu'il vous propose sur le portail des employeurs. C'est à l'employeur d'effectuer ces démarches et pour en savoir plus, on vous renvoie vers un article sur pvtis.net qui s'adresse aux employeurs, des stagiaires et des jeunes pros pour qu'ils comprennent bien ce qu'ils ont à faire. On vous ajoute bien évidemment le lien en description de la vidéo. Une fois que votre employeur vous fournit le numéro de l'offre d'emploi, vous devez le saisir à 2 reprises sur ce formulaire, puis vous devez vous assurer que l'employeur a bien payé les frais de conformité avant de répondre oui à la question suivante. Vous devez ensuite indiquer le code de la classification nationale des professions au Canada qui correspond à l'emploi ou au stage qui vous est proposé. Voyez avec votre employeur s'il connaît ce code, lui-même a dû le fournir sur le portail des employeurs. Si vous avez besoin d'obtenir plus de précisions sur les différentes professions listées, rendez-vous sur le site de la classification nationale des professions au Canada où vous pouvez retrouver des informations détaillées. Saisissez ensuite l'intitulé de votre poste, le nom de votre entreprise et ses coordonnées. Vous allez ensuite renseigner l'adresse où vous allez occuper votre poste, puis les dates de début et de fin de votre contrat. Si votre employeur pour un permis jeune professionnel vous a proposé un emploi permanent, celui-ci ne peut pas aller au-delà de 24 mois pour les Français. La date de fin de l'emploi devra donc correspondre à la date de début d'emploi
plus 2 ans, moins 1 jour. On revient aux questions qui concernent tout le monde, les PVTistes, jeunes pros, stagiaires et VIE, et on passe aux questions en lien avec vos antécédents. Les 2 premières questions concernent vos antécédents médicaux. Si vous répondez oui à l'une de ces 2 questions, vous devez compléter le plus précisément possible l'encadré mis à votre disposition sous la question. Les autorités canadiennes exigeront une visite médicale et parfois une lettre rédigée par votre médecin traitant. Les 3 questions suivantes portent sur vos rapports avec les services d'immigration canadiens. Attention, prenez bien le temps de lire ces 3 questions si vous êtes allé au Canada par le passé. Les candidats ayant déjà obtenu un permis de travail ou un permis d'études pour le Canada doivent par exemple répondre oui à l'une de ces questions. Si c'est votre cas, un champ va s'ajouter juste en dessous pour vous demander des précisions. Les dernières questions sont relatives à la sécurité du territoire. Vous devez répondre oui ou non à des questions sur votre passé judiciaire, votre potentielle contribution à un groupe militaire ou armé, votre participation à des groupes utilisant ou prônant la violence à des fins politiques ou religieuses, et enfin votre participation éventuelle à de mauvais traitements sur des individus, des pillages ou des profanations d'édifices religieux. Répondez honnêtement à toutes ces questions. Un mensonge par omission, en ne signalant pas vos infractions criminelles, reste un mensonge. Souvenez-vous que vous vous apprêtez à attester, signature électronique à l'appui, que toutes vos déclarations sont vraies et tout mensonge pourrait avoir de lourdes conséquences, poursuites judiciaires, interdiction de territoire canadien, etc. Enfin, il vous est demandé si vous acceptez d'être recontacté par les équipes d'Expérience Internationale Canada ou de l'immigration canadienne pour obtenir des retours sur votre expérience au Canada ou sur la procédure de demande. Vous pouvez évidemment répondre oui ou non à cette question, ça n'aura pas de conséquences sur votre demande. Une fois que tout a été complété, le tableau sur les détails de votre demande doit passer au vert. Prenez le temps de bien relire toutes les informations que vous avez fournies et les corriger au besoin. Une fois que vous avez tout relu, cliquez sur le bouton bleu « Continuer » en bas de la page. Vous allez accéder à la liste des documents que vous allez devoir transmettre. Selon les réponses que vous avez fournies, vous pourriez avoir des documents supplémentaires à téléverser, comme un ou plusieurs certificats de police, ou encore la preuve que vous avez passé un examen médical. Ça, on va y revenir un petit peu après dans cette vidéo. Ce qui est demandé à tout le monde, c'est le formulaire IMM 5707, les renseignements sur la famille, un CV, votre passeport et une photo. Si vous avez indiqué avoir un document d'identité nationale, vous devrez également le fournir. Les candidats dans la catégorie stage coop international vont devoir fournir, en plus de ces documents, une convention de stage et une preuve d'inscription dans un établissement d'enseignement. Quand vous allez fournir vos documents, vous ne pourrez télécharger qu'un seul fichier par document demandé. Par exemple, si vous devez fournir un document qui a 3 pages, vous allez forcément devoir fusionner ces 3 pages pour ne fournir qu'un seul document et non 3 documents distincts. Petit détail important, le nom des fichiers que vous allez téléverser ne doit pas comprendre de lettres accentuées ou de cédilles, sinon vous aurez un message d'erreur. Si vous utilisez Firefox et que vous avez un message d'erreur au moment de téléverser vos documents, ça vient de Firefox, donc on vous invite à changer de navigateur. Si un de vos documents comporte plusieurs pages, vous avez plusieurs options pour les regrouper sur un seul et même PDF. Soit vous copiez-collez les différentes pages de votre document sur un document Word et ensuite vous l'enregistrez au format PDF. Vous pouvez aussi utiliser un logiciel de type PDF Creator ou alors vous pouvez utiliser la technique qu'on vous donne depuis des années sur le forum de pvtis.net. Là aussi, on ajoute le lien en description de la vidéo. En bas de votre liste de contrôle personnel, vous allez voir qu'il est possible de télécharger sur votre interface un document qui s'appelle « Renseignements du client ». Ce document, il n'est pas obligatoire, mais vous avez la possibilité d'en fournir un si à un moment donné vous devez expliquer quelques points qui pourraient ne pas être clairs dans votre dossier, comme une information que vous n'avez pas pu fournir plus tôt ou une explication par rapport à un point de votre demande, une clarification. En gros, si vous pensez que l'agent qui va traiter votre demande ne va pas comprendre quelque chose parce que ce n'est pas clair, etc., vous utilisez cet espace et vous joignez une lettre explicative. Je vais vous donner quelques exemples de cas où vous pourriez avoir besoin de ce renseignement du client. Il y avait une erreur ou une coquille dans votre demande et vous ne pouviez pas la corriger parce que c'était une partie qui était grisée. Par exemple, vous avez mis votre nom à la place de votre prénom ou vous vous êtes trompé dans votre date de naissance. C'est là que vous allez pouvoir l'indiquer à l'agent. Deuxième exemple, vous avez eu des soucis pour intégrer des emplois ou des expériences professionnelles de moins d'1 mois sur le formulaire des antécédents d'emploi et vous souhaitez les signaler dans cette lettre. On va maintenant passer au formulaire IMM 5707 qui concerne votre famille. Vous allez télécharger ce formulaire qui est disponible dans la liste des documents qui vous sont demandés.
Pour ouvrir ce document, attention, il ne suffit pas de cliquer dessus, vous devez enregistrer le document PDF sur votre ordinateur et ensuite l'ouvrir en dehors de votre navigateur Internet. S'il s'ouvre automatiquement dans votre navigateur Internet, ça ne va pas marcher et vous allez tomber sur un message d'erreur. L'un des moyens les plus simples est de faire un clic droit sur le lien vers le formulaire d'information sur les familles, puis de cliquer sur Enregistrer le lien sous. Ensuite, en dehors de votre navigateur Internet, sinon vous tomberez encore sur ce message d'erreur, vous allez ouvrir le document PDF que vous avez téléchargé. Pour les utilisateurs de Mac, vous devez vous assurer que votre ordinateur ouvre les fichiers PDF avec Adobe Reader par défaut et non avec Aperçu, sans quoi vous risquez de tomber sur le même message d'erreur. Si vous avez des difficultés pour ouvrir le formulaire IMM 57, n'hésitez pas à consulter notre article dédié à ce sujet que je vous mets en description. Dans ce formulaire, vous allez fournir des informations sur les membres de votre famille, parents, éventuels conjoints et enfants uniquement, qu'ils viennent ou non au Canada avec vous. Vous devez signaler si des membres de votre famille, conjoints ou enfants, viendront avec vous au Canada. Que vous répondiez oui ou non, ça n'aura pas d'incidence sur votre demande, mais vous devez avoir conscience que dans tous les cas, ce n'est pas parce que vous aurez un PVT ou un permis jeune pro ou un permis stage ou VIE que votre conjoint en aura un automatiquement ou que vos enfants bénéficieront de votre statut. C'est plus informatif. Ça veut dire que si entre l'obtention de votre permis EIC et votre arrivée au Canada, vous avez un enfant, ce n'est pas du tout problématique, vous n'avez pas besoin de prévenir le Canada. Même chose si vous vous mariez ou si vous devenez conjoint de fait ou encore si vous divorcez, c'est purement déclaratif au moment de votre demande de permis EIC, mais ça n'a pas de conséquences par la suite. Vos enfants, en fonction de leur âge, pourront venir avec un statut de visiteur ou avec un permis d'études. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter sur pvtis.net notre dossier dédié au départ en couple ou avec des enfants au Canada que je vous mets également en description. On passe maintenant au remplissage à proprement parler de ce formulaire. Le demandeur, c'est vous. Vous devez remplir les informations qui vous concernent dans la partie demandeur. Vous devez indiquer les informations suivantes. Votre nom complet, donc votre nom de famille et votre prénom, voire vos prénoms, votre état civil, votre date de naissance, votre pays de naissance et votre profession actuelle. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, vous allez également devoir fournir ces informations concernant votre conjoint. En cas d'union de fait, donc vous n'êtes pas marié avec votre conjoint, mais vous êtes en mesure de prouver que vous vivez ensemble depuis au moins 1 an, vous pouvez inscrire votre conjoint dans la partie époux ou conjoint de fait. Il n'est pas nécessaire de remplir de formulaires supplémentaires ou de fournir des preuves de votre vie commune lors de votre demande de permis EIC. Vous allez ensuite devoir fournir des informations sur vos parents. Si vous avez plus de 2 parents, par exemple dans le cas d'une adoption, vous devez ne mentionner que vos parents adoptifs. Si vous ne connaissez pas l'identité de vos parents ou de l'un de vos parents, inscrivez inconnu. Si vos parents sont retraités ou sans emploi, inscrivez retraité ou sans emploi, selon leur situation, dans la case profession actuelle. Si l'un de vos parents est décédé, inscrivez décédé, puis la ville, le pays et la date de décès dans la case adresse actuelle. Si vous n'avez plus de contact avec l'un de vos parents et que vous ne connaissez donc pas sa profession ou son adresse actuelle, inscrivez inconnu dans les cases correspondantes. La section B ne doit être remplie que si vous avez un ou plusieurs enfants. Si vos enfants sont scolarisés, inscrivez étudiant dans la case profession actuelle. Et s'ils sont trop jeunes pour aller à l'école, inscrivez S.O ou sans objet ou sans emploi. La section C du formulaire, c'est pour signer le document. Pour signer ce document, vous avez 2 options et les 2 sont tout à fait acceptées par les autorités canadiennes. Première option, vous ne signez pas manuellement le formulaire et au moment de la soumission de l'ensemble de votre demande de permis EIC, vous allez signer numériquement votre demande. À cette étape-là, en entrant vos noms et prénoms sur le formulaire électronique, ça va signer numériquement l'ensemble des documents que vous allez fournir, y compris le formulaire IMM 5707. Option numéro 2, si jamais ça vous rassure, une fois le formulaire complété, vous pouvez l'imprimer, le signer manuellement, puis le scanner avant de le réuploader sur le site des autorités canadiennes. Si vous n'avez pas de conjoint, vous devez également signer la note numéro 1. Si vous n'avez pas d'enfant, vous devez également signer la note numéro 2. Utilisez bien la même signature que celle qui apparaît sur votre passeport. En effet, c'est le seul moyen pour les agents de s'assurer que c'est bien vous qui avez signé le formulaire. En bas de la page, cliquez sur Valider. N'hésitez pas à renommer le formulaire avec votre nom avant de l'ajouter sur votre interface. Pensez à cliquer sur Téléverser. Un message en vert vous indiquera que l'upload a bien fonctionné. On passe maintenant à la partie judiciaire.
Les Français et les Belges n'ont en général pas besoin de fournir un extrait de casier judiciaire de leur pays d'origine. Voici les deux cas où vous pourriez devoir fournir un ou plusieurs certificats de police. Cas numéro 1, vous avez répondu oui à une question concernant une infraction criminelle ou une arrestation. Dans ce cas, le certificat de police est demandé dans la liste des documents à fournir. Cas numéro 2, vous avez indiqué avoir vécu plus de 6 mois à l'étranger depuis vos 18 ans. Si le certificat de police n'apparaît pas dans la liste des documents demandés alors que vous êtes concerné, on vous recommande de le joindre quand même à votre demande si vous l'avez déjà. Sinon, les autorités reviendront vers vous pour éventuellement vous le demander. Vous pouvez tout à fait attendre de voir si le Canada vous demande le document avant de vous lancer dans les démarches. On revient au cas numéro 1. Vous avez déclaré des antécédents judiciaires. Parce que vous avez répondu oui à la question relative aux antécédents criminels, vous devez fournir des documents qui concernent votre arrestation en France ou en Belgique. En plus de ça, il est recommandé de fournir un certificat de police. En France, le certificat de police s'appelle extrait de casier judiciaire. Vous devez joindre le bulletin numéro 3 à votre demande. La demande de ce document est gratuite et elle s'effectue en ligne sur le site du ministère de la Justice. Vous recevrez le document normalement sous quelques jours. Pour la Belgique, vous devez transmettre une demande personnelle écrite au Service public fédéral justice. Si vous êtes actuellement à l'étranger, vous pouvez faire envoyer votre certificat de police français ou belge chez l'un de vos proches afin qu'il vous en fasse une copie numérisée que vous joindrez à votre demande. On vous recommande de bien joindre sous un seul fichier PDF l'ensemble des documents qui sont liés à votre problème judiciaire en plus de votre certificat de police et également de joindre à ce document PDF un message de votre part qui explique les circonstances de ce qui vous est arrivé. Dans le cas numéro 2, vous pouvez aussi être amené à fournir un certificat de police, mais de l'étranger cette fois, si vous avez vécu plus de 6 mois consécutifs dans un pays étranger depuis que vous êtes majeur. Si vous y avez vécu 3 mois, puis que vous êtes allé ailleurs avant de retourner dans le pays pendant encore 2 ou 3 mois, les autorités canadiennes ne vous demanderont normalement pas ce document. On passe maintenant au CV et le CV que vous devez fournir n'est pas un CV de candidature, il n'a pas à suivre les codes d'un CV canadien ou d'un CV français ou belge. Il n'est pas demandé pour que le Canada juge votre parcours, mais simplement pour lister vos occupations, vos emplois, vos périodes de chômage, vos voyages de plusieurs semaines ou mois, vos congés parentaux, etc. Pour avoir plus de précision, je vous invite à consulter notre article sur pvtis.net qui s'appelle Zoom sur le CV pour la demande de PVT Canada que je vais vous ajouter en description. Votre CV doit inclure vos formations, vos expériences professionnelles, vos bénévolats, vos réalisations, etc. Et vous allez ajouter en haut de votre CV une petite partie consacrée à vos compétences. Pour chacune de vos expériences, on vous recommande de préciser le mois et l'année de début et de fin, ainsi que la ville et le pays où l'expérience a lieu. Les autorités canadiennes ne connaissent pas l'ensemble des villes du monde et certaines villes ont le même nom d'un pays à un autre. On trouve le village de Montréal en France, par exemple, et 9 villes ou villages qui s'appellent Paris au Canada. On vous recommande de mentionner sur votre CV les périodes d'inactivité de plusieurs mois pour éviter les longues périodes inexpliquées. Indiquez si vous étiez en recherche d'emploi, en arrêt maladie, en congé parental ou en voyage par exemple. À chaque fois, précisez les dates, la ville et le pays où vous vous trouviez. Si vous avez voyagé plusieurs mois dans plusieurs pays différents, indiquez que vous étiez en voyage, puis précisez les pays visités à chaque fois et la durée de séjour dans chacun des pays. Votre CV peut aussi vous servir à expliciter certains points de la partie des antécédents d'emploi. Par exemple, vous pouvez préciser si certains emplois étaient des stages ou des périodes d'emploi en intérim ou si vous avez passé un examen mais sans succès. Ce CV, c'est une occasion d'éclaircir au maximum votre parcours de vie. C'est un CV que vous n'utiliserez pas pour votre recherche d'emploi au Canada. Quand une période de votre vie n'est pas clairement expliquée dans votre dossier, les autorités canadiennes se demandent où vous étiez et ce que vous faisiez. Dans ce cas-là, si vous n'êtes pas assez clair dans votre CV, vous pouvez être quasiment assuré de devoir joindre des documents supplémentaires après le dépôt de votre demande de permis de travail. Vous devez également joindre une copie de votre passeport, mais pas seulement des pages d'identification, les pages 2 et 3, où se trouve votre photo et votre signature. Vous devez aussi joindre, si vous êtes concerné, les pages de votre passeport où on peut voir un visa ou un tampon d'un pays étranger dans lequel vous auriez voyagé. Ensuite, vous devez joindre une photo d'identité récente et qui respecte des conditions précises. Je vous ajoute le lien officiel pour en savoir plus en description de la vidéo. Cette photo, ça peut être une photo de photomaton ou une photo que vous faites par vous-même. Ce qui compte, c'est que toutes les caractéristiques techniques soient respectées et que votre photo soit prise sur un fond uni blanc ou clair. On passe maintenant à la visite médicale qui n'est pas du tout automatique pour tous les candidats à un permis EIC. Alors dans quel cas on doit passer une visite médicale?
Premier cas, vous avez indiqué que vous souhaitiez travailler au Canada avec des enfants, dans le milieu médical ou dans le secteur des soins à la personne. 2. Vous avez une maladie physique ou psychique qui nécessite des traitements au Canada. 3. Vous ou un membre de votre famille avez déjà eu la tuberculose. 4. Vous avez passé plus de 6 mois dans un pays considéré comme à risque du point de vue de la santé. Je vous ajoute sous la vidéo le lien officiel où vous pourrez voir une liste de pays. Les pays où vous voyez la mention oui sont des pays à risque. 5. Vous avez une double nationalité et votre second pays fait partie de la liste des pays considérés comme à risque par le Canada, même si vous n'avez jamais vécu dans ce second pays. Si après avoir déclaré une maladie chronique ou une affection longue durée, le Canada vous demande de passer une visite médicale, on vous recommande d'apporter, au moment de votre rendez-vous avec le médecin, tous vos résultats d'analyse liés à votre maladie afin que le médecin ait toutes les informations en main pour expliquer au mieux votre situation aux autorités canadiennes. Si les autorités canadiennes vous demandent de passer un examen médical, vous devrez vous rendre chez ce qu'on appelle un médecin désigné, pas n'importe quel médecin ou votre médecin généraliste. Je vous ajoute là aussi sous la vidéo la liste des médecins désignés par le Canada. Si vous êtes actuellement à l'étranger, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de n'importe quel médecin désigné par le Canada, même s'il est en dehors de votre pays de citoyenneté. Pour rappel, une fois que vous avez accepté votre invitation à présenter une demande de permis EIC, vous disposez de 20 jours maximum pour transmettre l'ensemble de votre demande de permis de travail, y compris les informations relatives à votre visite médicale si elle vous est demandée. À l'issue de votre visite médicale, le médecin va vous remettre une preuve de votre examen que vous devrez inclure dans votre demande de permis de travail. Si le rendez-vous que le médecin vous propose est trop tard par rapport au délai de 20 jours, les autorités canadiennes vous conseillent de joindre une preuve de la prise de rendez-vous auprès du médecin désigné à la place de la preuve de visite médicale. Lors de l'examen médical, vous allez passer une radio des poumons, faire une prise de sang et une analyse d'urine. Ça peut prendre un peu de temps, donc organisez votre journée en conséquence. Le coût total d'une visite médicale, ça se situe en moyenne autour de 250 ou 300 euros. Pensez à garder votre preuve de paiement pour le cas où. Ces frais sont à votre charge, ils ne sont pas remboursés par l'assurance maladie et vous ne serez pas non plus remboursé si votre demande de permis de travail est refusée. Je vous précise que les médecins qui vous reçoivent ne sont pas là pour mettre en péril votre projet, ils sont plutôt de bons conseils si vous avez des questions d'ordre médical concernant le Canada. C'est le médecin qui va recevoir les différents résultats de vos examens qui les enverra directement au gouvernement du Canada. Vos résultats ne vous seront pas envoyés. Si vous souhaitez les recevoir, vous devez demander au médecin pendant la visite médicale de vous les faire parvenir. Ceci étant dit, dans le cas où vos examens révéleraient une maladie ou une infection, vous serez averti par le médecin qui vous a pris en charge. Dans de très rares cas, il est possible que les autorités canadiennes vous demandent un complément d'analyse qui s'appelle examen complémentaire. Soit le médecin vous demande directement de le passer lors de la première visite, soit vous allez recevoir une lettre scellée de la part des autorités canadiennes qui vous demande de reprendre contact avec le médecin et de lui remettre cette lettre sans l'ouvrir. Le médecin vous donnera alors la marche à suivre selon ce qui est écrit dans la lettre. La plupart du temps, le médecin vous demande de lui envoyer la lettre scellée pour vous éviter de vous déplacer et il vous contacte dans un deuxième temps une fois qu'il a reçu la lettre et qu'il sait de quoi il s'agit. La lettre scellée est accompagnée d'une lettre d'explication et d'un document que vous devrez compléter et renvoyer vous-même aux autorités canadiennes une fois que l'examen complémentaire aura été fait. Lorsque vous recevrez cette requête, votre place dans le quota sera gardée en attendant les nouveaux résultats. Si vous n'êtes pas encore sûr de vouloir travailler au Canada dans un domaine qui nécessite une visite médicale, vous pouvez tout à fait indiquer que vous ne voulez pas travailler dans ces domaines et ensuite changer d'avis. Toutefois, on vous recommande très fortement de prendre cette décision avant d'arriver au Canada, puisqu'une fois que vous aurez reçu votre lettre d'introduction, vous pourrez encore passer votre visite médicale. Mais si vous attendez d'être au Canada, ça va être plus compliqué et coûteux de passer l'examen médical au Canada et de faire modifier votre permis de travail pour que l'interdiction de travail dans certains domaines soit supprimée. Je vous ajoute en description un de nos articles sur pvtis.net qui vous donne des précisions sur la visite médicale quand elle est passée après l'obtention de la lettre d'introduction. Si au cours de votre demande, vous avez indiqué que vous avez une carte d'identité nationale, alors celle-ci apparaît dans la liste des documents qui vous sont maintenant demandés. Une fois que l'ensemble des documents a bien été téléchargé, tous les documents requis apparaissent en vert. Comme vous pouvez le voir, à cette étape, vos documents ne sont pas encore soumis à IRCC même si vous les avez uploadés. Pour les soumettre, vous devez signer votre demande. Si plus tard vous êtes amené à fournir des documents supplémentaires qui vous seraient demandés par les autorités canadiennes, ils ne seraient pas non plus automatiquement soumis à IRCC.
Donc si vous êtes dans ce cas-là, il faudra impérativement joindre les nouveaux documents demandés et re-signer votre demande en cliquant sur suivant. Avant de continuer, pensez à vérifier l'ensemble des informations que vous avez fournies sur le formulaire en ligne, ainsi que tous les documents que vous avez joints. Après le paiement de votre demande, il ne sera plus possible d'ajouter de nouvelles informations ni de modifier celles que vous avez fournies. Cette étape est donc très importante pour vous assurer que vous avez bien tout complété comme il faut. Si le bouton suivant n'apparaît pas, ça signifie que le système attend que vous fournissiez encore des documents. Le plus souvent, c'est parce que vous avez cliqué sur téléverser le fichier au niveau de renseignements du client, alors que vous ne comptiez pas particulièrement soumettre de lettres d'explication. Si vous êtes dans ce cas, vous pouvez essayer de joindre n'importe quel document au niveau de renseignements du client et ensuite d'essayer de le supprimer avant de soumettre votre demande. Si jamais ça ne marche pas, écrivez une rapide lettre pour dire que vous n'arriviez pas à soumettre votre demande sans inclure de fichier dans cette partie du formulaire et que donc vous rédigez une petite lettre pour pouvoir déposer votre demande. Après avoir lu toute cette page, vous devez accepter la politique de confidentialité, inscrire en bas de la page vos noms et prénoms et répondre à l'une de vos questions de sécurité, puis cliquer sur signer. Après avoir cliqué sur le bouton transmettre et payer, vous allez être renvoyé vers une interface extérieure à votre compte de l'immigration canadienne. Si vous tardez trop à procéder au paiement ou si vous souhaitez arrêter votre demande après avoir cliqué sur transmettre et payer, votre compte va être bloqué pendant quelques heures. Déconnectez-vous et retournez vous connecter quelques heures plus tard. Votre compte ne devrait plus être bloqué et vous pourrez accéder à votre interface et terminer votre demande. Vous avez la possibilité de payer par Mastercard, Visa ou American Express. Attention, des cartes telles que Visa Electron ou Maestro par exemple ou des cartes de débit pourraient ne pas fonctionner. On a aussi eu des cas de personnes qui ont payé avec une carte de la banque postale et dont le paiement a été refusé, donc essayez au maximum d'opter pour une carte d'une autre banque. Je précise que vous n'avez pas l'obligation d'être le détenteur de la carte qui va payer vos frais de permis de travail EIC. Si quelqu'un veut vous offrir votre permis de travail, il le peut. Si le paiement s'est bien passé, vous allez voir un premier message de confirmation de votre paiement. Vous devriez ensuite être renvoyé vers votre compte sur le site des autorités canadiennes. À cette étape, vous devriez voir un message qui vous annonce que votre demande a été correctement soumise. Vous pouvez cliquer sur sortir du questionnaire, vous avez soumis votre demande de permis de travail, félicitations à vous. En retournant sur votre compte, vous pouvez surveiller l'état de votre demande. Vous devriez voir que votre demande de permis de travail est désormais soumise. Pas longtemps après, vous allez recevoir un nouveau message sur votre compte qui s'appelle « Confirmation de transmission de la demande en ligne ». Il s'agit d'un accusé de réception tout basique. Toute personne qui soumet une demande de permis de travail ou une demande de permis d'études reçoit ce message type après avoir soumis sa demande. À cette étape, vous n'avez plus rien à envoyer au Canada. Petite précision concernant la biométrie. Si vous avez fourni vos données biométriques au Canada depuis la mise en place de cette procédure en 2018, par exemple parce que vous avez demandé un permis d'études ou un permis de travail, notez que vos données biométriques sont valides pendant 10 ans, même si vous avez changé de passeport entre-temps. Donc là, dans ce cas de figure, vous n'avez pas besoin de fournir de nouveau vos données biométriques. Dans les 24 à 48 heures qui vont suivre la soumission de votre demande de permis de travail, des fois ça peut prendre un petit peu plus de temps, vous allez recevoir ce qu'on appelle une lettre d'instruction directement sur votre compte qui vous indique que vous allez devoir fournir vos données biométriques. Vous allez devoir vous rendre en personne muni de votre passeport et de votre lettre d'instruction imprimée dans un centre de collecte de données biométriques. Pour vous rendre dans un centre agréé, vous allez devoir prendre rendez-vous dans un CRDV. À titre d'exemple, en France, il y a 2 CRDV, à Clichy, en banlieue parisienne, et à Lyon. Alors qu'en Belgique, il n'y a pas de CRDV. Les Belges sont donc obligés d'aller dans un pays étranger pour faire prélever leurs données biométriques. Si vous vivez en Outre-mer, vous risquez de devoir aller là aussi à l'extérieur de votre lieu de résidence parce qu'il n'y a pas des CRDV partout dans le monde. Par exemple, à La Réunion, il n'y a pas de CRDV, mais à Maurice, oui. Je vous ajoute sous la vidéo le récit d'une PVTiste qui vous explique comment se passe le prélèvement des données biométriques, c'est-à-dire la prise de votre photo et de vos empreintes digitales. Si vous faites votre demande de permis EIC depuis le Canada, vous verrez qu'il n'y a pas de CRDV au Canada, mais que vous pouvez aller dans certains bureaux spécifiques de Service Canada. Notez que votre statut sur votre compte sur le site des autorités canadiennes n'est pas automatiquement mis à jour. Ça pourrait prendre plusieurs jours à être actualisé, mais dans tous les cas, ne vous inquiétez pas, si vous êtes allé faire prélever vos données biométriques, les autorités canadiennes disposent de ce dont elles ont besoin pour commencer le traitement de votre demande.
Le délai maximal officiel de traitement des demandes de permis EIC est fixé à 8 semaines. En début et en fin de saison, les candidats ont parfois une réponse sous quelques jours. Il arrive à des moments très chargés que le délai monte à 9 ou 10 semaines. Donc ne soyez pas étonnés si c'est rapide ou assez long. Ça dépend vraiment du moment de l'année auquel vous déposez votre demande. N'hésitez pas à consulter régulièrement votre interface sur le site de l'immigration canadienne dans l'éventualité où le Canada vous demanderait des précisions ou des documents supplémentaires. Si vous devez fournir des documents supplémentaires, vous aurez un délai plus ou moins court pour le faire, d'où l'intérêt de consulter votre compte relativement régulièrement pendant la période de traitement de votre demande. Si un message apparaît avec une lettre de demande, il s'agit de documents supplémentaires qui peuvent vous être demandés, par exemple un certificat de police ou la preuve d'un examen médical ou encore le formulaire IMM 5257 annexe 1. C'est un formulaire qui est envoyé aux candidats qui n'ont pas été assez précis sur leurs antécédents dans leur CV. Par exemple, ils ont été au chômage pendant 3 mois ou ils ont voyagé pendant 6 mois mais ne l'ont pas précisé. Vous allez voir que vous devez indiquer tous les voyages que vous avez faits à l'étranger alors que peut-être vous n'avez pas du tout voyagé à l'étranger. Le Canada veut simplement savoir où vous étiez, pourquoi faire et quand. Après avoir téléchargé ces documents, je vous le répète, il sera absolument essentiel de soumettre une nouvelle fois votre demande en la signant électroniquement, comme on vous l'a expliqué il y a quelques minutes. À l'issue du traitement de votre demande, vous allez recevoir 2 lettres de correspondance ou 2 lettres d'introduction, c'est la même chose. La première confirme que vous avez bien fourni vos données biométriques. La seconde vous indique que votre demande de permis de travail a été approuvée. C'est cette lettre qui compte le plus. Voici ce que va dire votre lettre d'introduction. Bonjour, votre demande de permis de travail au Canada a fait l'objet d'une approbation initiale de la part d'Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada, IRCC. La décision définitive de vous délivrer un permis de travail et de vous autoriser l'entrée au Canada sera prise à la suite d'un examen par un agent au Canada. Ça signifie que quand vous allez arriver au Canada, vous devrez avoir sur vous les documents qui peuvent vous être demandés par l'agent qui va prendre la décision finale. Ces documents, c'est votre passeport, votre lettre d'introduction ou lettre de correspondance, une preuve d'économie de moins d'une semaine qui prouve que vous avez au moins 2500 dollars canadiens d'économie sur votre compte. Cette somme, elle peut être en dollars canadiens, en euros ou dans toute autre devise, du moment que ça fait au moins l'équivalent de 2500 dollars canadiens. Cette somme, c'est une somme minimale. On vous recommande vraiment de partir avec beaucoup plus d'argent. Le Canada, comme les autres pays du monde, subit l'inflation, les loyers ont augmenté, la nourriture aussi. Donc partir avec l'équivalent de 1700, 1800 euros, ça nous paraît quand même vraiment très peu. Enfin, dernier document que vous devez être en mesure de pouvoir montrer à l'agent qui va vous accueillir au Canada, c'est votre assurance PVT qui doit vous couvrir pour la durée totale de votre séjour. Si vous voulez faire 2 ans de PVT, vous devez avoir 2 ans d'assurance pour les Français et Françaises. Et pour les Belges, si vous voulez 1 an de PVT, il vous faut 1 an d'assurance PVT. C'est vraiment très important. Tous les ans, on a des cas de personnes qui arrivent avec une assurance, par exemple, de 3 mois et qui se retrouvent à obtenir un PVT de 3 mois qui n'est ensuite pas prolongeable. Si l'idée de souscrire une assurance pour 1 an ou pour 2 ans vous inquiète parce que vous n'êtes pas sûr de faire un PVT de la durée totale autorisée, notez que Globe PVT, l'assurance qui assure énormément de PVTistes chaque année, vous propose de vous rembourser les mois qui ont été payés pour rien si vous rentrez dans votre pays d'origine de façon prématurée et définitive. Vous avez maintenant obtenu votre lettre d'introduction. Les jeunes pros, stagiaires et VIE savent plus ou moins quand ils vont s'envoler pour le Canada puisque ça va dépendre de la date de début de leur emploi. Les PVTistes, eux, leur PVT commencera au moment où ils vont atterrir sur le territoire canadien. Maintenant, vous allez pouvoir préparer votre séjour. Pour ça, vous avez pas mal de ressources et d'outils sur pvtis.net. 1. Notre dossier préparer son départ en PVT. 2. Notre dossier bien commencer son PVT. 3. Le guide des PVTistes au Canada que vous pouvez télécharger gratuitement en PDF et qui vous retrace l'expérience EIC du début de votre projet à votre retour dans votre pays d'origine ou pas, en passant par tout ce qui vous intéresse, l'emploi, l'achat d'un véhicule, le logement, l'intégration, la culture, etc. Pour clore ce tutoriel, je vous rappelle que sur pvtis.net, dans l'onglet Bon plan, vous bénéficiez de pas mal d'avantages et de réductions pour vos billets d'avion, pour votre futur compte bancaire au Canada, pour la téléphonie, pour vos locations de voitures, pour vos cours d'anglais, etc. Si à l'avenir vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à nous retrouver sur Facebook, LinkedIn, X, Instagram, TikTok et YouTube.